Bonjour, c'est la logistique. Bon, moi, c'est Dr. Omar Ndiaye. Je suis spécialisé en littérature britannique et du Commonwealth, mais je fais aussi une spécialité en anglais pour la logistique, en anglais pour la supply chain management. Dans le métier de la logistique, en ce moment, l'anglais est devenu incontournable parce que tous les acteurs du système, tous les acteurs de l'écosystème de la logistique et de la supply chain sont obligés de collaborer ensemble. Et la première langue de communication internationale, c'est l'anglais. Donc, tous ceux qui travaillent dans la logistique, dans la supply chain, sont obligés de se mettre à niveau, de parler cette langue pour pouvoir communiquer entre eux et de pouvoir travailler efficacement. Pour un professionnel, que ce soit dans la partie technique ou bien dans la partie stratégique, vous voyez toujours, il sentira toujours le besoin de parler anglais. Un bateau qui vient accoster au port de Dakar, voilà, des dockers qui sont au port, qui récupèrent des marchandises, qui les chargent dans un entrepôt, un autre agent qui s'occupe de la manutention, un autre agent qui s'occupe de l'import, de l'exportation, du transport des marchandises. Ils ont tous besoin, à tous les niveaux, ils ont besoin d'avoir au moins un petit niveau en anglais. Quand je dis un niveau en anglais, c'est un niveau au moins intermédiaire qui leur permet, ou bien upper intermediate, qui leur permet de s'exprimer et de pouvoir comprendre aussi les instructions. Même les documents, tous les documents qui sont liés au dédouanement, qui sont liés au transit, il y a beaucoup d'expressions qui sont en anglais et qui ne sont pas traduites. Donc, le technicien, comme celui qui est le manager, ils ont besoin d'avoir cette aptitude linguistique. Il y a d'abord le premier niveau, c'est de l'anglais général. Au début, quand on va à l'école, quand voilà, on commence l'apprentissage de l'anglais, on apprend l'anglais général. L'anglais général, ça sert à quoi? Ça sert à discuter, ça sert à dire ce que l'on a envie de dire, à discuter avec ses amis, à nommer des choses. Ça, c'est le premier niveau, je dirais, c'est l'anglais général. C'est que l'on apprend peut-être à l'université et dans les centres de formation. Maintenant, quand on est dans le ESP, c'est le English for Special Purpose. Donc, quand on parle de ESP, c'est de l'anglais qui est appliqué à une spécialité donnée. Ça peut être la douane, ça peut être la logistique, ça peut être le marketing, ça peut être les finances et tout. Il y a un jargon. Un jargon, c'est une terminologie de mots, d'expressions qui sont utilisés dans cette filière-là. Et donc, il faut impérativement avoir cette maîtrise pour pouvoir s'exprimer en anglais professionnel, anglais des affaires ou bien anglais financier pour être compris dans le milieu dans lequel on évolue. Oui, il y a beaucoup de méthodes. L'anglais, c'est vrai que c'est une langue, et une langue, il faut la parler. Et pour la parler, c'est un apprentissage tous les jours, c'est une pratique de tous les jours. Il ne faut pas se dire que j'ai un module d'anglais qui fait 20 heures de temps dans une école de formation et j'ai réussi. Ou bien aller faire, je sais pas, aller dans un centre de formation, faire deux modules, trois modules, 20 heures, 80 heures, et se dire que voilà, j'ai au moins un niveau intermédiaire ou bien un niveau upper intermediate. Et c'est de la pratique. La pratique, elle se fait au quotidien, sur tout ce que l'on fait, que ce soit de la lecture, que ce soit un visionnage, soit à la télé, radio, vidéo, tout ce que vous voulez. Il faut que ce soit une pratique de tous les jours pour permettre à l'apprenant d'acquérir la langue et d'avoir les bons réflexes. C'est très difficile de participer à une réunion si on ne comprend pas ce que l'on dit. L'ordre du jour, certainement, va être partagé quand vous êtes en réunion, au moins à l'avance, pour que vous puissiez voir, essayer de trouver une traduction ou bien essayer de trouver quelqu'un dans votre boîte pour qui vous aide à comprendre un peu l'ordre du jour. Mais c'est très difficile de participer à une réunion où l'on ne peut pas intervenir, où l'on ne comprend pas les personnes qui nous parlent ou bien qui prennent la parole. C'est très difficile. C'est une langue qu'il faut apprendre. Vraiment, il faut se mettre dans le bain, essayer de l'apprendre. Parce que si vous ne le faites pas, les gens, soit il y a une solution. Il y en a qui cherchent un traducteur, un interprète, et qui interprète derrière avec des casques. Donc, ce qui fait que tout le monde pourra comprendre et ensuite interagir. Mais si la boîte ou bien les gens qui organisent la réunion n'ont pas les moyens de se payer un interprète, tout le monde devra se débrouiller. Donc, il n'y a pas mille manières de se débrouiller. Donc, ils sont là, c'est vrai qu'ils sont laissés en rade. Les gens peuvent dire une chose en anglais, parler d'une certaine thématique, et vous êtes complètement laissé à la rade parce que vous ne comprenez pas ce que l'on dit. Et ça, c'est un gros problème. Le rapport, c'est déjà un niveau beaucoup plus avancé. Comme je disais, pour l'anglais, il y a plusieurs niveaux. Quand on est à un niveau elementary, c'est vrai qu'on est, voilà,
C'est la base. On essaie d'apprendre à se présenter, à faire de petites phrases en anglais, à comprendre ce que l'on dit. Arriver à un niveau intermédiaire beaucoup plus avancé, on arrive à comprendre, à faire de la grammaire, à faire des exercices, écrire un petit texte. Maintenant, le niveau upper intermediate, c'est le niveau B2. C'est un niveau où l'apprenant est capable de s'exprimer en anglais et de comprendre ce qu'on lui dit aussi en anglais. C'est le niveau qu'il faut pour pouvoir au moins arriver à écrire un rapport. Parce qu'un rapport, c'est pas introduction, conclusion, développement. Ce n'est pas que cela. Il y a une certaine structure qu'il faut adapter par rapport à la boîte et par rapport à l'activité. Donc, il y a une structure qu'il faut respecter, il y a une méthodologie qu'il faut respecter pour pouvoir écrire un rapport. Donc, cela, ça demande ça demande de la maîtrise. Ça demande aussi que la personne puisse avoir disons, certaines aptitudes dans la langue pour pouvoir l'écrire. Mais c'est pas simplement qu'on vous donne des mots, que je vous dise par exemple forecasting et que vous allez écrire forecasting à tout va dans le document. Sinon, le document ne sera pas structuré et ça n'aura pas de sens. Donc, il faut un certain niveau en anglais pour pouvoir écrire. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile parce que durant l'apprentissage de l'anglais, il y a des skills, c'est-à-dire des compétences que l'on néglige le plus. En général, dans les écoles sénégalaises, le plus souvent, on insiste plus sur le reading comprehension. Ça, c'est des lectures de texte. Il y a des questions, vous y répondez, des true or false. Écrire un essai, écrire un petit paragraphe sur un sujet donné. Mais un rapport, c'est plus que ça. Il faut de la matière et il faut aussi une bonne maîtrise de la langue pour pouvoir l'écrire. Donc, vous donnez simplement des expressions comme ça ne marche pas. Il faut une bonne maîtrise de la langue pour pouvoir écrire un bon rapport et aussi avoir la méthodologie à côté. C'est de se mettre à l'apprentissage de l'anglais, surtout à la pratique. On peut faire un module, comme je vous ai dit, un module de 20 heures, 40 heures ne suffit pas parce que dans une année, vous voyez les étudiants qui sont là, il y en a qui apprennent l'anglais depuis la sixième, et ils sont en terminale, ils n'arrivent toujours pas à s'exprimer en anglais. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a des skills, c'est des compétences qu'on néglige assez souvent. Le premier skills que je pense qu'on devrait développer, c'est le listening. Le listening, les écoles sénégalaises en général ne font pas beaucoup cet exercice-là. Ils ne le font qu'à l'université. Et ça, c'est pour des spécialistes qui apprennent l'anglais. Ceux-là, ils font un cours de listening. C'est-à-dire qu'on leur met un enregistrement en anglais et on leur pose des questions par la suite. C'est un exercice qui est très courant qu'ils font à l'université. Mais dans les classes de seconde, de terminale, de troisième, sixième, c'est rare de voir des exercices pareils. Et c'est un exercice qu'il faut faire tous les jours. Le listening, ça sert à quoi? Ça sert d'abord à s'habituer à la langue. Comme vous voyez un bébé qui évolue dans sa famille, dans son cercle familial, il ne se lève pas en bonjour et commence à parler. C'est pas le premier jour qu'il est né qu'il commence à parler. Il passe du temps à écouter. Au début, il n'entend que des sons. Il entend des sons, ainsi de suite. Au fur et à mesure que les années passent, on lui parle. Il commence à déchiffrer des mots. C'est le même cycle qu'il faut reprendre. Quand on apprend une langue, il faut d'abord l'écouter. L'essentiel, c'est d'écouter les sons. Une fois que vous arrivez à écouter les sons, vous commencerez après à déchiffrer les mots. Déchiffrer les mots, après, vous amènera à déchiffrer le message. Qu'est-ce que la personne dit? C'est quoi la thématique? C'est quoi le sujet de conversation? Qu'est-ce qui me permet de dire que voilà, telle personne a dit cela? Parce que le cerveau a horreur du vide. Nous avons certains de nos grands-parents qui n'ont pas été à l'école, mais si vous les mettez en face d'un téléviseur avec un film en français ou bien dans une autre langue ou bien en hindou, ils vous disent que voilà, telle personne, voilà la trame, voilà telle personne, voilà ce qu'elle a dit. Parce que le cerveau a horreur du vide. Elle comble ce vide-là. Et cela, cet apprentissage, on a beaucoup de parents ici sénégalais qui vont à l'extérieur, qui font leurs activités, qui font leurs affaires et qui n'ont pas été à l'école. Ils se débrouillent en écoutant tel son, tel mot, voilà ce que ça veut dire. Donc, moi, si je suis dans une situation pareille, si je veux m'exprimer, voilà tel mot que je dois utiliser, voilà telle expression que je dois utiliser. Donc, pour moi, la première chose, c'est d'écouter. Il faut déjà avoir cette écoute-là, cette habitude-là. Ce n'est pas quelque chose de long. On peut le faire, un podcast de 5 minutes par jour, ou bien écouter une émission à la radio, ou bien à la télé, sur YouTube, sur Internet, comme on veut, pendant 5 minutes. Le faire régulièrement. À la suite de cela, on commence la pratique. Essayer d'utiliser ces mots. Comment on dit bonjour, comment on dit ça va, comment on demande à une personne ce qu'elle fait dans la vie, comment est-ce on présente une autre personne. Ça, c'est le b.a.-ba. Ensuite, on essaie de pratiquer.
Même si c'est à un niveau élémentaire, bonjour, comment tu vas, je me présente, tu te présentes, on présente quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, on ira maintenant vers l'écriture. On a compris, on a écouté, on commence à utiliser les mots. Maintenant, il faudra après commencer à les transcrire, à les écrire. Et là, ainsi de suite, plus on avance, plus on a une meilleure maîtrise de ce que l'on fait et plus on peut arriver à écrire. Donc, nous, ici, en général, on fait d'abord du reading et du writing plutôt que d'aller à listening, speaking et writing. Au-delà de cela, il y a après maintenant la pratique. La pratique, c'est de commencer par le b.a.-ba. On se lève, on va des amis, on est dans un groupe, on discute en anglais. On peut prendre 5 minutes, par exemple, où pendant ces 5 minutes, tous ceux qui s'expriment parleront en anglais. On se présente, on dit ce que l'on fait dans la vie. Et là, on peut avoir des outils qui peuvent nous aider. Il y a les dictionnaires, il y a les applications. On peut avoir un prof, on peut avoir un ami qui parle mieux anglais que nous et on lui demande tel mot, comment ça se dit. Et on arrive à pratiquer. L'essentiel, c'est de pratiquer, d'aller dans la pratique. Donc, on fait beaucoup de listening, on passe à la pratique. Ensuite, maintenant, quand on est étudiant ou bien qu'on est professionnel, on sera obligé de passer à la pratique, à l'écriture, de la pratique à l'écriture. Parce que là-bas, comme tu as dit, on a besoin d'écrire un rapport, de lire un texte, de lire des TDR, de pouvoir comprendre, de pouvoir participer à des réunions. Là, il faut de l'écriture. Donc, c'est un autre skill qui vient après. Donc là, plus on écoute, on comprend ce que la personne dit, on arrive à s'exprimer. La prochaine étape, c'est d'arriver à lire et à écrire en anglais correct pour que l'on puisse comprendre ce travail et le partager. Pour les conseils pour un professionnel qui veut apprendre l'anglais, c'est qu'il faut s'y mettre, comme je dis. Il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup d'instituts qui proposent des cours d'anglais. Il faut aller s'inscrire. Il faut aller faire les cours. Il faut aller faire des cours de conversation. Privilégier les cours de listening. Le cours de listening, on peut le faire tous les jours. Soit vous allez dans un centre ou bien il y a maintenant beaucoup d'outils et beaucoup de données qu'on peut trouver soit sur Internet, ou bien dans des centres de langue. On peut avoir des enregistrements audio, on regarde un film en anglais, on écoute une émission en anglais, on regarde la télé, le journal en anglais, la radio, tout ça c'est possible maintenant. Le faire régulièrement pour avoir cette maîtrise. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est de la pratique. Pour la pratique, c'est très simple. On change la volonté en besoin. Cela veut dire quoi? Vous vous levez le matin, vous êtes avec vos amis, vous êtes en train de discuter, vous vous dites que voilà, pendant toute la discussion, c'est 5 minutes, c'est 1 heure de temps, on va s'exprimer en anglais. Tous ceux qui peuvent s'exprimer en anglais parleront. Tous ceux qui ne peuvent pas vont se taire pendant 5 minutes. Le lendemain, vous reprenez le même exercice. Vous allez pousser ceux qui ne parlent pas à essayer d'utiliser les mots qu'ils ont appris, à se rappeler des mots qu'ils ont appris pour les utiliser enfin. Une autre méthode que je donne souvent aux étudiants apprenants, je leur dis, pour les forcer à vraiment parler anglais, je leur dis à la pause ou bien quand vous prenez votre petit déjeuner ou déjeuner, vous mettez en groupe de 2, 3 et vous allez commander ce que vous voulez manger en anglais. Tous ceux qui peuvent nommer ce qu'ils veulent manger en anglais, boire, ils peuvent consommer. Si vous ne pouvez pas, vous ne consommez pas et vous achetez tout ce que vous avez acheté, vous donnez à votre collègue ou bien à votre camarade qui a su nommer ces mots-là en anglais. Si vous le faites pendant une journée, le lendemain, tout le monde va parler anglais. Parce que vous changez la volonté en un besoin. Si vous pensez que l'anglais est un besoin vital pour vous, vous allez vous mettre à l'apprentissage et surtout à la pratique. Et ne pas avoir peur de la pratique. C'est très simple de s'exprimer en anglais. Il est beaucoup plus compliqué de s'exprimer en français. Il y a beaucoup plus de règles. L'anglais, il y a de la grammaire. Elle est plutôt simple et très accessible.